Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est super, nous sommes 31 à l'instant. Il y a encore des personnes qui arrivent, mais pour pouvoir garder le timing, je vous propose de commencer maintenant. Alors, nous voilà dans l'atelier du marketing digital. Et donc, pour la petite heure que nous allons passer ensemble, il y aura donc un moment d'accueil, ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Et puis alors, on passera à la présentation des métiers. Alors, nous sommes chanceux aujourd'hui, nous avons plein de formateurs qui pourront nous présenter leurs beaux métiers. On passera ensuite à la présentation des formations, puis des stages. Et on se garde du coup plus ou moins 10 minutes pour répondre aux questions. Alors, vous remarquez que vous êtes arrivé dans cet atelier avec vos caméras et vos micros coupés. C'est pour garder en fait de bonnes conditions d'écoute et éviter du coup tous les effets de l'arsène et d'écho que l'on peut rencontrer parfois durant les ateliers virtuels. Du coup, pour poser vos questions, rien de plus simple, vous avez un espace de discussion qui vous est entièrement dédié. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui nous souhaitent bonjour, bonjour à tous. Et donc, c'est dans cet espace que vous pouvez poser vos questions. Nous avons un assistant chat, Mourad, qui est présent, qui répondra à vos questions par écrit et puis qui le relaiera du coup lors du moment de questions-réponses en fin d'atelier. Alors voici nos invités du jour. Alors nous avons la chance d'accueillir pas moins de 5 formateurs, tous professionnels en activité dans leur secteur. Donc nous avons Nicolas Massin et David Wesserps qui nous parleront du coup du métier de conseiller en marketing digital, tous les deux avec un point de vue bien particulier. Et puis nous avons Saïd Serok qui nous présentera le métier d'entrepreneur e-commerce, Amandine Vanderberg qui nous présentera le métier de community manager et Nicolas Goyer qui nous présentera le métier de designer UX UI. Alors, pour répondre à vos questions, et il nous manque quelqu'un au niveau du personnel de l'EFP, toutes mes excuses Cyril. Donc, nous avons Patrick Fogel et Cyril Divoul qui répondront à vos questions concernant les formations et Héloïse Bloart qui présentera les stages et répondra à vos questions concernant les stages également. Alors, on va passer du coup à la présentation du premier métier. Monsieur Nicolas Massin, pouvez-vous nous expliquer une journée type de votre métier de conseiller en marketing digital? Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous. On va essayer de le faire en 2 minutes 30. Je suis account manager chez RMB, qui est la régie média belge, régie historique de la RTBF. C'est notre actionnaire principal. Et il faut savoir qu'on a un gros pôle digital, puisque à la fois tous les sites de la RTBF, radio, télé, Ovio, que vous connaissez, mais on a aussi des mandants privés qui nous demandent de commercialiser leur espace publicitaire. C'est la radio Énergie, DH, radio, c'est aussi les sites internet de Paris Match, la dernière heure, les sports, la Libre Belgique, et puis j'en passe, je ne vais pas tous les citer. LN24, la télévision d'info en continu. Alors mon job, toute la journée, c'est quoi? C'est à la fois, je vais chez des clients qu'on appelle des annonceurs, et donc on essaye de comprendre quels sont les objectifs publicitaires qu'ils se fixent, c'est-à-dire, tiens, est-ce que je veux gagner des parts de marché, recruter des nouveaux clients, fidéliser mes clients? On va le faire à la fois avec des médias digitaux, dont je viens de parler à l'instant, mais le online est interconnecté avec le offline. Pendant pas mal de temps, il y avait une opposition entre le online et le offline, c'est plus vrai aujourd'hui. Les deux doivent travailler ensemble, ça veut dire qu'on monte suite à ces rendez-vous, des recommandations en disant tu dois faire de la radio, tu dois faire de la télé, tu dois faire de l'audio, tu dois faire du display digital, tu dois faire de l'online vidéo, tu dois faire de l'online audio. On monte des recommandations, on monte des plans et puis on les vend. Voilà, ça c'est un peu le métier d'account manager dans une régie qui était traditionnelle avant, puisqu'on faisait historiquement que de la radio, que de la télé, mais forcément aujourd'hui, le pôle digital s'est extrêmement beaucoup développé. Voilà, ça fait pour la petite histoire 17 ans que je travaille chez RMB et 20 ans que je donne des cours à l'EFP. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va passer à Monsieur Wesserps qui va nous présenter, lui, sa journée type dans, dans le même métier, mais dans une toute autre réalité. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Regio Manager chez Fintro. Fintro est une marque du groupe BNP. J'étais donc responsable commercial et project manager dans le marketing et aussi campaign manager chez BNP. Alors, mon métier aujourd'hui consiste à être le trait d'union entre
dirais, les initiatives du marketing, qu'elles soient digitales ou physiques, un peu comme le disait Nicolas, donc la partie online ou vivante. Et je dois coordonner ça avec la force de vente physique dans les agences. Donc, je fais ça pour la partie Bruxelles et Brabant Wallon, donc c'est réparti 30 agences et 160 personnes. Et donc, on est bien dans un contexte de mutation digitale d'activités tout à fait physiques vers aujourd'hui une combinaison d'activités digitales et physiques. Et mon quotidien vise à ce que les initiatives locales et marketing soient optimisées. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de contraintes. Par exemple, il faut que les clients, dans les contextes de GDPR, donc tout ce qui est protection des données, et donner un accord pour qu'on leur envoie des mails et qu'on vienne vers eux éventuellement suite à des initiatives marketing des médias. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment deux mondes qu'on doit coordonner. Ça veut dire l'action physique des agents commerciaux, coordonnée avec l'activité marketing, et aussi faire en sorte que tous les préalables de données clients soient aboutis. Et donc, on prépare des scripts adéquats par rapport aux initiatives marketing. Donc, c'est vraiment une combinaison pour optimiser l'action du marketing digital avec la force de vente. Et il faut le dire aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, c'est un travail qui est en mutation permanente. Voilà, en 2 minutes 30, la présentation d'une journée type pour moi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais revenir à Nicolas Massin. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous présenter à la fois les avantages, les contraintes et les débouchés du métier de conseiller en marketing digital? Moi, je n'y vois que des avantages. Alors, les contraintes, c'est comme d'habitude. L'important, c'est d'avoir des étudiants qui ont la pêche, qui sont prêts à se remettre en question, qui ont envie d'évoluer, qui sont prêts à être dynamiques. Maintenant, on est dans des métiers qui sont des métiers modernes et qui demandent beaucoup de créativité. Il est vrai que quand vous faites un stage sérieusement, moi je le constate depuis fort longtemps dans les sections marketing, publicité, maintenant marketing digital, la plupart des étudiants qui font convenablement leur stage, qui montrent leur dynamisme. Et moi, je conseille souvent d'aller dans des grandes agences. Il y a plein de grandes agences à Bruxelles, de grandes agences à Bruxelles qui recrutent. Même RMB, chez nous, on recrute. Il faut aller chez des annonceurs qui sont et des entreprises qui sont de grande taille. En général, ils sont engagés derrière. Donc moi, je ne vois principalement que des avantages. Les inconvénients, bon, c'est comme pour tout le monde dans le monde du travail. Faut se lever le lundi matin et avoir la pêche pendant 5 jours au moins. Mais finalement, ce n'est pas tellement un inconvénient, je pense. Super, merci beaucoup. Du coup, je reviens à Monsieur Wesser. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, nous donner un petit mot d'explication sur les avantages, les contraintes et les débouchés dans le métier de conseiller en marketing digital? Alors, il y a un avantage phénoménal que tous les apprenants vont avoir maintenant, c'est que ce sont des métiers sur lesquels, je veux dire, il y a une évolution très, très, très importante qui sont natifs dans cet environnement-là. Donc, ils ont un immense avantage, c'est celui de ne pas avoir la vision, je vais dire, du passé et d'être complètement orienté dans un environnement très changeant. L'environnement Covid a accéléré terriblement la digitalisation. Donc, je dirais que ce qu'ils sont est un très, très grand avantage. Les niveaux contraintes, c'est que il faut, je pense, alors donc je vais peut-être d'abord parler des débouchés avant de parler des métiers. Il y a deux débouchés pour moi. Il y a un débouché au niveau des entités marketing centrales où on embauche effectivement donc des acteurs qui vont travailler sur certains sujets. Donc il y a vraiment aujourd'hui une recherche de jeunes candidats et je rejoins tout à fait ce que dit Nicolas. Si les stagiaires donnent vraiment répondent aux attentes, il y a des débouchés. Et alors, il y a plus la partie community management qui, là, est vraiment dans les agences, puisqu'aujourd'hui, les agences regroupent quasiment toutes les activités de
conseil. Et il y a un community manager qui vient là pour appuyer toutes les démarches. Donc, ce sont deux métiers différents. Et là aussi, les stages peuvent déboucher sur des opportunités. Alors, les contraintes sont un petit peu différentes. Je dirais qu'au niveau central, la connaissance des langues anglais, néerlandais est vraiment indispensable. Tandis que cette contrainte-là est moins présente au niveau local dans les agences comme community manager. Voilà. Pour le reste, je pense qu'il faut être, comme dans tous les métiers, organisé, structuré, fiable. Voilà. Je pense qu'on peut en tout cas certainement parler de débouchés possibles avec des contraintes qui sont assez classiques, je dirais. Un tout grand merci à vous deux. Alors, on va parler maintenant du métier d'entrepreneur e-commerce. Et donc, je vais demander à Monsieur Saïd Serok de nous raconter un peu une journée type de ce beau métier. Alors, Saïd, si vous pouvez ouvrir votre micro. Pardon, voilà. Super. Bonjour à tous. Alors, il y a un petit problème d'affichage là sur mon image. Donc, ce n'est pas mon nom qui s'affiche. Donc, je ne suis pas Patrick Fogel. Voilà. C'est simplement une question de connexion parce que tu as pris mon lien. C'est ce que je viens de constater en fait. Le lien que tu m'as envoyé, effectivement. OK. Alors, le métier d'entrepreneur, donc effectivement, donc moi je suis formateur à l'EFP et consultant, donc un peu comme mes collègues. Hein, donc, entrepreneur ici, c'est plutôt, voilà, plutôt comme consultant. Donc, je travaille sur des projets avec différents clients et chaque client, effectivement, a une demande particulière. Mais dans le métier du digital, ça se résume très rapidement à développer une stratégie digitale pour des clients qui sont actifs dans différents secteurs. J'ai travaillé aussi bien dans le secteur de l'alimentation, de l'industrie ou du bâtiment, puisque, mis à part le produit en lui-même, la démarche reste assez similaire puisqu'il faut établir ici une stratégie. Donc, soit la société, le client veut créer une image sur le net, on va dire, ou alors vendre ses produits en ligne, ce qui est souvent le cas. À ce moment-là, on développe une vraie stratégie en ligne, puisqu'auparavant, le marketing consistait à développer des outils de communication classiques, ce qu'on appelle above the line, et donc tout ce qui est affichage, radio, télé, voilà. Donc, et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de la communication digitale qui fait travailler essentiellement les réseaux sociaux. Et donc, c'est un métier en fait où vous avez une interaction très forte avec le client. Vous êtes constamment en contact avec la personne qui est chargée du projet au sein de l'entreprise, qui n'y connaît pas forcément grand-chose et qu'il faut pouvoir rassurer en expliquant en fait ce qu'on est en train de faire tout simplement et quels sont les objectifs qu'on essaye d'atteindre sur une période bien déterminée, en général de plusieurs mois. Donc voilà, de façon générale, et donc c'est un métier qui prend, on ne compte pas les heures. Donc on ne compte pas les heures, on commence très tôt, on termine très tard, on termine presque jamais, il n'y a pas de dimanche, puisqu'il faut constamment être à l'affût de l'évolution du projet. Et on travaille aussi beaucoup, comme je l'ai entendu tout à l'heure de mes collègues, avec j'appelle ça des sous-traitants, mais c'est plutôt des partenaires qui sont spécialisés dans des domaines bien particuliers avec lesquels on doit tout simplement s'assurer qu'il y a un bon matching, une bonne synchro pour que le projet puisse se développer dans les temps. Super, merci beaucoup, Monsieur Serok. Au niveau des débouchés, est-ce que c'est un métier qui a des possibilités d'emploi? Alors, les possibilités d'emploi, il y a quelques mois, j'allais vous dire que c'était assez mort. C'est une période assez particulière. Je viens de recevoir un appel aujourd'hui pour 2 projets et on m'a confirmé en fait que la demande était en train de reprendre, que les entreprises engageaient énormément dans ce qu'on appelle
le domaine de l'IT de façon générale, hein, donc tout ce qui est lié à l'IT et à l'informatique, et en particulier effectivement le digital. Donc il y a une reprise qui est en train de se faire et qui est une reprise très positive, sachant que cette période de Covid a montré que finalement le digital était la façon à travers laquelle les entreprises pouvaient vendre, survivre carrément. Et donc maintenant, tout le monde mise sur le digital. Et donc effectivement, les débouchés, ils sont très larges. Alors, il y a de tout, hein. Il y a l'aspect data analyst, donc où vous devez juste étudier des datas, des infos, des chiffres. Et puis, la partie beaucoup plus stratégique où vous devez carrément développer une vraie stratégie ou plus travailler sur un site d'e-commerce, faire en sorte que le site soit rentable. Et c'est ça qu'on apprend en fait lors de cette formation. Et donc, les débouchés sont réellement présents. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, le temps file, je vous propose de passer au métier suivant, le métier de Community Manager. Et donc, Amandine van der Berg, pouvez-vous nous expliquer une journée type de ce métier? Bonjour à tous. Ma journée type, elle est un peu exceptionnelle dans le sens que la première chose que je fais avec mon café, c'est que je vais déjà sur les réseaux sociaux. Ce qui est pratique, c'est qu'on est payé pour passer du temps sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, voilà. Enfin, moi, pour ma part, je reste sur Facebook, Instagram et LinkedIn, hein. Ça, c'est un peu ma journée type. Aller vérifier si les campagnes fonctionnent bien, continuer à tourner parce que pour moi, community manager, et c'est ce que j'explique tout au long de la formation avec mes étudiants, c'est pas que faire des posts avec des chiens, des chats, mais c'est aussi être essentiellement social media manager. Donc, c'est un peu rejoindre ce qu'a expliqué monsieur avant, pour l'entrepreneur e-commerce. Faire une stratégie digitale sur les réseaux sociaux, c'est faire un calendrier, quels sont les objectifs du client. Si il a un e-commerce, faire des posts en fonction de générer du trafic sur les sites internet. Donc, community manager / social media, on apprend à faire des publicités et tout. Et donc, ma journée type le matin, c'est d'aller voir si mes publicités continuer à générer de l'effet, des réactions, répondre aux commentaires, masquer les commentaires parce qu'il y a des trolls, donc ils disent que des bêtises et ça c'est pas drôle, donc moi on les masque en accord avec le client et donc faire des visuels pour les futurs posts sur Photoshop. Community manager, c'est être un petit couteau suisse, j'ai envie de dire. Les avantages du métier, c'est qu'on a des tâches bien définies et ce qui est important, et ça a été dit dans les conseillers en digital, il faut être organisé. Si on n'est pas organisé, si on ne planifie pas son travail, c'est juste pas possible de gérer 5-6 pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, il faut être organisé, avoir l'aval de ses clients. Ça, c'est plutôt la contrainte du métier. On ne publie pas sans la validation du client, mais le client, il va oublier qu'il a validé, donc il va vous supprimer des posts. C'est assez drôle par moment. Et donc, voilà. Les débouchés sont assez énormes et c'est le seul point positif que j'ai envie de dire par rapport au Covid, c'est que les gens se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas gérer de manière optimale leurs réseaux sociaux. Et donc, ils commencent à faire appel à des gens. Mais gérer les réseaux sociaux, c'est aussi avoir des notions de Google Analytics, avoir des notions de qu'est-ce qu'un site user experience. Donc, c'est un peu un mix de tout pour faire des bonnes stratégies digitales. Voilà. Super, un grand merci. Mais on reviendra à vous lors des questions-réponses. À mon avis, elles sont nombreuses dans le chat. Avec plaisir. Alors, on va passer au métier de designer UX UI. Nicolas Goyer, est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, quel est ce métier et une journée type de votre métier? D'accord. Alors, déjà, c'est deux métiers, hein. Designer d'expérience utilisateur et concepteur d'interface, designer UI. C'est deux métiers qui sont liés, mais en même temps un peu différents, un peu comme un chef de projet et un développeur ou comme un maçon et un architecte. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est deux métiers qui ont leurs propres particularités. En tant que designer d'expérience utilisateur, on a trois, on va dire, grands pôles d'activité.
la recherche utilisateur, c'est-à-dire aller au contact, non pas du client, mais des utilisateurs, pour le compte d'un client, bien sûr, pour comprendre quels sont leurs besoins, leurs habitudes, leurs contraintes, de sorte à pouvoir déjà définir quelles sont les fonctionnalités de la future application, site web, service, etc. Et donc, on fournit toutes ces informations aussi bien à l'équipe marketing qu'à l'équipe IT. C'est ce qui va permettre d'assembler les bonnes briques pour arriver au final au résultat escompté. On parle de créer une application, un site, un service. On peut travailler sur toutes sortes de secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, le nucléaire ou l'armement, par exemple. Voilà. Le deuxième point, ça va être vraiment, on va dire, la partie conception. Pendant longtemps, il y avait quelqu'un dans son bureau qui imaginait comment les choses allaient être construites et qui ensuite donnait les spécifications à la personne suivante qui, elle, réalisait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans de la co-création, c'est-à-dire qu'on va regrouper des experts du métier dans l'entreprise, des utilisateurs, des gens qui ne savent pas construire un système, qui ne savent pas construire un service, mais qui connaissent bien le besoin puisque c'est le leur. Et on va essayer d'animer un petit peu tout ça avec différentes techniques de groupes. Parfois, c'est individuel, parfois, c'est collectif, parfois, c'est en ligne, parfois, c'est en présence. Et là, de sorte à définir quels seraient les facteurs clés de la réussite de cette solution. L'idée, ce n'est pas de mettre tout le monde ensemble et d'attendre qu'ils nous sortent le cahier des charges ou les maquettes, mais on va se nourrir du contenu de ces réunions pour savoir quel est le bon focus, peut-être pour écarter des solutions qui paraissaient évidentes et faciles, mais qui ne donnent pas satisfaction, etc. Et le troisième point, c'est l'évaluation. Parce qu'une fois qu'on a construit quelque chose, déjà, il faut s'assurer que c'est correctement fait. Et deuxièmement, même si c'est bien fait, on va pouvoir toujours l'améliorer au fur et à mesure du temps, parce que le produit n'est peut-être pas parfait du départ, et puis aussi parce que les attentes et les habitudes des gens changent. Et donc, ça peut être une adaptation comme ça vraiment continue sur toute la vie d'un service ou d'un produit. De l'autre côté, le designer UI, donc le concepteur d'interface, lui va intervenir à un moment précis du projet, là où le designer d'expérience utilisateur, il travaille vraiment du début jusqu'à la fin, comme je disais, de la conception jusqu'au test. Le concepteur d'interface, lui, il arrive à un moment bien précis du projet, une fois qu'on a spécifié comment les choses devaient être faites, quelles étaient les fonctionnalités à intégrer dans ce produit ou ce service. D'ailleurs, quand on est designer d'interface utilisateur, on est plutôt sur de l'application et du site web. Les secteurs d'activité sont peut-être un peu moins variés que quand on est sur la partie plus expérience utilisateur. Et donc là, ça va être dans la partie user interface, de bien comprendre quelles sont les attentes des utilisateurs. Donc ça, c'est le feedback qui nous est fourni par l'UX, de bien comprendre l'impact pour l'entreprise et quelles sont ses attentes en termes de retour business, etc., de vente. Donc ça, c'est ce qui va venir plutôt du marketing. Et aussi de comprendre les contraintes techniques, parce qu'une technologie n'est pas une autre. Les frameworks disponibles dans une entreprise ne sont pas les mêmes que dans l'entreprise d'à côté. Et donc, il va falloir mettre tout ça en musique pour arriver à concevoir les interfaces qui vont bien. Donc, ces deux métiers sont très liés notamment à l'ergonomie. D'ailleurs, il y a quelques années, on parlait juste d'ergonomie, ergonome concepteur pour la partie user interface. Et c'est au fur et à mesure des évolutions d'une part du métier, de la recherche, etc., que les vocables ont un peu évolué. Et puis aussi pour coller un peu à l'air du temps de temps en temps. C'est un peu plus facile de vendre une prestation quand tu as un nom qui fait à la mode. Voilà un petit peu pour les journées types. Et là, est-ce que vous pouvez toucher un petit mot sur les avantages, les contraintes et les débouchés? Voilà, alors les avantages et les contraintes, en fait, j'ai un petit peu préparé la présentation et je me suis dit à chaque fois, chaque contrainte peut être un avantage et inversement. C'est un petit peu comme quand on passe un entretien d'embauche, on dit c'est quoi vos meilleures qualités, vos principales qualités, vos principaux défauts. Et là, voilà. Donc, je dirais que la première, c'est le contact. Une des caractéristiques, c'est le contact. Si on n'aime pas le contact avec les utilisateurs, si on n'est pas à même d'arriver à apprendre un petit peu leur façon de penser, etc., qui peut être très différente de la nôtre, ça peut être très compliqué d'être confronté à des utilisateurs toute la journée. Au contraire, si on aime le contact, alors là, on va être servi. Et du coup, comme on est en contact avec les utilisateurs, souvent, pas dans un cadre professionnel, ce ne sont pas des clients, ce sont des utilisateurs, on va avoir des entretiens avec eux, on va leur demander de réaliser des tests des tests d'interface, des tests utilisateurs, etc. Il va falloir s'adapter à leurs horaires. Donc, très souvent, on travaille beaucoup tôt le matin, entre midi et 2, et le soir, c'est-à-dire en dehors des heures du bureau. La pandémie a un petit peu changé les choses dans la mesure où les gens en télétravail sont un peu plus disponibles au cours de la journée.
Et bien souvent, donc, on consacrait, on va dire, notre journée aux utilisateurs matin, midi et soir. Et entre-temps, on faisait les parties un peu plus expertes, comme les audits d'ergonomie, comme préparer des enquêtes, des choses comme ça. Je dirais une des contraintes, et c'est lié au débouché, c'est la faible maturité du secteur. Autant en tant que concepteur d'interface, il y a pas mal d'offres qui passent. Bien souvent, d'ailleurs, il y a un petit peu un glissement. Quand on va demander à un UI designer, les gens vont plutôt chercher un web designer, quelqu'un qui va juste travailler sur l'aspect un peu esthétique des interfaces. Et bien souvent, je dirais en Belgique, 90 à 99% des offres pour des designers UX sont en fait simplement des offres pour des concepteurs d'interface. Et donc là, le contact avec l'utilisateur est quand même beaucoup moins présent et la réflexion sur la stratégie, etc., est beaucoup moins, est plutôt absente. Donc, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut pour trouver chaussure à son pied. Et donc, voilà, la principale contrainte sur les débouchés, c'est la faible maturité du marché, surtout en Belgique. Et du coup, ce qui est très compliqué pour les nouveaux arrivants dans le métier, c'est d'arriver à franchir le cap du premier emploi. Parce que, enfin, c'est un petit peu, enfin, le cliché qu'on entend souvent, hein, c'est tout le monde cherche des gens qui sont déjà experts, mais personne veut leur donner leur première chance. Je dirais ça, c'est aujourd'hui très, très compliqué sur ce métier-là, parce qu'il y a peu de seniors. Et quand il y a des demandes, c'est toujours pour des seniors. Donc, c'est difficile dans ce cadre-là de prendre quelqu'un qui débute pour le faire grandir, on va dire. Donc, je dirais, voilà, en termes de débouchés, c'est un petit peu ça, c'est ce qui va être compliqué. Et après, en termes de débouchés, il ne faut pas juste penser en termes UX, etc. Beaucoup de postes qu'on peut pourvoir avec succès en mettant designer d'expérience utilisateur, ne le mentionne pas vraiment. Tout ce qui va être CRO, Conversion Rate Optimization, par exemple, ça va vraiment nous permettre d'explorer et d'aller beaucoup plus loin qu'en faisant simplement un A/B testing et puis on garde la bonne version, on jette la mauvaise et d'aller beaucoup plus fin dans le détail, etc. C'est juste un exemple, par exemple, de métier qui ne mentionne pas l'expérience utilisateur, mais qui est réellement approprié à notre expertise, comme aussi le métier de product owner, par exemple. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais peut-être… Merci beaucoup, Monsieur Goyer. On va passer maintenant du coup aux formations. Et donc, je passe la parole à Patrick Fogel pour les formations de conseiller en marketing digital et entrepreneur e-commerce. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, vous avez reçu déjà pas mal d'informations sur ces beaux métiers. Donc, moi, je vais préciser deux, trois petits points importants concernant la formation. Donc, d'abord, ce sont toutes les deux des formations en soirée. Ce qui les distingue principalement, c'est que la formation en conseiller en marketing digital est sur 2 ans, alors que celle en entrepreneur e-commerce est sur 1 an. L'autre élément différencié entre les deux formations, c'est que pour conseiller en marketing digital, les 160 heures de cours de gestion sont dispensées sur les 2 années de formation, alors que pour les entrepreneurs e-commerce, c'est forcément en 1 an. Donc, ça veut dire qu'en pratique, en entrepreneur e-commerce, vous avez en général 3 soirées de cours, plus la gestion. Et en marketing digital, en général, vous avez 2 soirées de cours, plus la gestion. Donc, c'est clair que la formation entrepreneur e-commerce est intense, mais elle a l'avantage de se faire sur 1 an. Point important à préciser, pour ceux qui souhaitent suivre la formation entrepreneur e-commerce, alors il y a 2 grandes, je dirais, approches. Il y a celles et ceux parmi vous qui ont un projet concret, c'est-à-dire, voilà, je souhaite réaliser un site Internet en 1 an, puisque c'est l'objectif de la formation. Et d'autres qui disent, non, ça là m'intéresse, mais je n'ai pas de projet particulier. Donc, pour ceux qui n'ont pas de projet particulier au moment où ils entrent dans la formation, avec les formateurs, ils vont déterminer l'un ou l'autre sujet qui leur parle et sur lequel ils vont pouvoir travailler toute l'année. Après, évidemment, ils auront acquis des connaissances, des compétences qui vont leur permettre de réaliser dans un second temps peut-être le site Internet rêvé ou dont ils rêvaient. Donc, l'objectif en entrepreneur e-commerce, c'est réaliser un site Internet sur l'année et le défendre via, je dirais, donc, la partie TFE, donc travail de fin d'études, devant un jury. Et c'est là que vous allez défendre le site Internet que vous avez construit et de répondre aux questions, pourquoi vous avez fait tel choix, etc. etc. Donc, c'est vraiment une formation très opérationnelle. Par rapport à l'aspect conseiller en marketing digital, ça a été dit aussi, c'est une formation justement qui s'inscrit dans l'actualité. C'est un métier qui ne vieillit pas. Au contraire, c'est un métier qui est aussi projeté vers l'avenir. Et donc, par voie de conséquent, en suivant cette formation de conseiller en marketing digital,
vous aurez aussi l'opportunité comme débouché, c'est d'être aussi conseiller indépendant en marketing digital, surtout si vous avez acquis un petit peu d'expérience par la suite, en tout cas suffisamment pour que vous soyez crédible aux yeux des clients avec lesquels vous aurez des contacts. Donc voilà, ces deux formations, évidemment, vous aurez plus de renseignements en contactant le FP et en ayant des contacts avec le pôle commerce. Il n'y a pas de problème, nous sommes à votre disposition. Et je voudrais aussi faire un parallèle avec mon collègue Cyril, donc responsable du pôle numérique, c'est que vous pouvez effectivement dire, ben voilà, je vais suivre par exemple la formation entrepreneur une année et par la suite la formation community manager, ce qui évidemment peut être complémentaire, ou suivre les 2 ans conseiller marketing et puis faire community manager dans le pôle numérique ou inversement. Donc voilà, il y a des parallèles en termes de construction de parcours de formation entre les 2 pôles. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Et voilà, moi j'en termine là. Et de toute façon, que ce soit au pôle numérique ou au pôle commerce, je serai très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, je donne la parole maintenant à Cyril Divoul pour les 2 métiers, Community Manager et Designer UX UI. Comment se passent les formations? Merci Charlotte et merci Patrick pour cette introduction. Donc effectivement, pardon. Le disait Monsieur Fogel juste à votre parcours. Pour les 2 formations qui me concernent ici, Community Manager, donc c'est une formation en 1 an. Donc vous voyez les conditions d'accès, c'est souvent via un CESS. C'est une formation en 1 an de 156 heures. C'est une formation qui marche plutôt pas mal puisqu'on l'a commencé il y a 2 ans avec une classe. On aura 5 classes cette année. Donc il y aura des cours du jour, des cours du soir. Donc tout ça effectivement laisse pas mal de place à votre emploi du temps aussi. Je ne sais pas si on l'a dit avant, Patrick, mais effectivement, nous, on pousse à ce que toutes ces formations soient accompagnées d'un stage, puisque c'est en théorie, là, on va au centre vous donner la théorie et vous apprendrez la pratique en entreprise. Pour la formation designer UX UI, je pense que Nicolas a été très, très complet, donc c'est vraiment, vous avez vraiment là la base de la formation. C'est une formation en 2 ans. Les conditions générales, en gros, ce sont des conditions, il faut avoir fait une 4e générale technique artistique ou une 6e professionnelle. Donc voilà, cette année, petit plus en tout cas, on a rajouté une condition, notamment au niveau de l'anglais, où il faudra présenter pour l'inscription la réussite d'un examen de langue de niveau A2 en anglais. Donc ce soit du côté de Bruxellois pour les Bruxellois ou du côté de Wallang pour les Wallons. Mais donc voilà, on a insisté cette année sur l'anglais puisqu'on s'est rendu compte que dans la majorité des entreprises qui recrutaient des designers UX UI, la langue était importante. Un dernier mot sur l'horaire designer UX UI, il y aura aussi des cours en journée ou en soirée. Les 2 seront possibles et avec un stage en entreprise de minimum 500 heures sur les 2 années. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Cyril. Et du coup, on va passer justement à la pratique en entreprise et au stage. Et je laisse la parole à Héloïse. Bonjour à tous. Et donc, effectivement, le stage a déjà été un peu évoqué par les précédents intervenants. Monsieur Massin l'a très bien dit, le stage, ça peut être une véritable porte d'entrée pour décrocher un job. Et donc, ça, c'est un atout à ne pas oublier. Et comme Monsieur Divoul vient de le dire, ça vous permet vraiment de découvrir la réalité du métier, de favoriser, de développer votre pratique directement dans l'entreprise, d'élargir vos connaissances. Ça vous permet aussi d'apprendre à travailler en équipe et de réaliser ce qu'on appelle le réseautage, donc constituer votre réseau de contacts professionnels. Puis aussi de gagner de l'assurance et de la confiance en vous parce que vous pratiquerez déjà directement dans une entreprise avant de vous lancer en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. L'avantage si vous faites une convention de stage, c'est qu'en plus vous pouvez être rémunéré directement via cette convention et vous n'êtes jamais seul. Donc le SFPME fait en sorte que vous ayez toujours un encadrant qu'on appelle un tuteur en entreprise qui va vous accompagner pas à pas dans le développement des compétences. Et enfin, si vous n'arrivez pas malheureusement à décrocher le job à la fin de votre stage, malgré tout, ça reste une expérience intéressante à mettre sur votre CV. Alors, plus concrètement, pour les 4 métiers qui nous concernent, alors conseiller en marketing digital, le stage est obligatoire donc pour toute la durée de la formation.
vous établissez une convention de stage rémunérée avec un délégué à la tutelle. Et il y a aussi des possibilités, si ce n'est pas, si ce n'est pas envisageable de faire une convention de stage. Par exemple, si vous êtes déjà employé quelque part, il y a des possibilités de faire un stage non rémunéré. Pour l'entrepreneur e-commerce, vous avez un stage qui est conseillé et la possibilité toujours de réaliser cette fameuse convention de stage rémunérée. Je ne sais pas si on peut passer à la suite. Merci Charlotte. Community Manager, c'est pareil. Vous avez un stage qui est conseillé, que ce soit un stage d'observation ou vraiment un stage de pratique en entreprise. Et pour le designer, le stage là est de nouveau obligatoire pour toute la durée de la formation. J'ai vu dans le chat qu'on demandait où effectuer un stage. Alors, vous pouvez contacter directement un délégué à la tutelle. Si vous voulez, je peux mettre les adresses mail pour que vous puissiez directement avoir des points de contact. Ces délégués ont à chaque fois une liste de lieux de stage, mais vous pouvez venir aussi avec vos propres idées et en discuter avec eux. Voilà. Tout grand merci, Héloïse. Et donc, on ne manquera pas de revenir vers toi dans le moment de questions-réponses que nous abordons maintenant. Alors, Mourad, peux-tu nous relayer les nombreuses questions du chat? Oui, bonjour à tous déjà. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'ai quelques petites questions, effectivement. Alors, je vais commencer directement avec conseiller en marketing. Il y a Abdel qui pose la question de qui sont les annonceurs, parce que je pense qu'on avait abordé le sujet des annonceurs. Peut-être citer quelques annonceurs. Oui, c'est moi qui parlais de ça. Les annonceurs, en fait, ce sont toutes les marques qui communiquent. Ça peut être Coca-Cola, comme ça peut être Thomas et Piron, ça peut être une banque. C'est un terme générique. Voilà, c'est dans le jargon de la publicité, un annonceur, c'est une marque, un produit, un service qui communique dans les mass médias ou dans le online ou dans le offline. Voilà. Et la question suivante, toujours en conseil en marketing, c'est Priscilla et Martine. Est-ce qu'on apprend les langues, néerlandais, anglais? Est-ce que les langues sont abordées durant la formation? Il n'y a pas de cours de langue, hein. Mais après, libre à chacun de prendre des cours à côté. Maintenant, oui, c'est toujours mieux de connaître l'anglais et le néerlandais, mais perso, moi, je suis des cours de perfectionnement en anglais parce que mon niveau mériterait d'être amélioré. Il ne faut pas avoir peur non plus. Le marketing digital, c'est mieux si on parle l'anglais, bien sûr, et si on travaille à Bruxelles, c'est encore mieux si on parle le néerlandais, mais après, on est en formation continue et il ne faut pas que les étudiants aient peur non plus. Il y a des débouchés qui sont énormes. Avec le Covid, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup. Moi, j'ai souvent des DRH qui me contactent en me disant « Tiens, je cherche des étudiants et c'est souvent des grosses boîtes. » Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas être effrayé non plus. Et la question était aussi posée pour le métier de community manager. Donc, peut-être que pour les community managers, l'anglais serait un plus. Ça dépend si soit la personne est un salarié, travaille dans une entreprise. Effectivement, comme vient de le dire Nicolas, on a à Bruxelles français, néerlandais, anglais, mais ça, c'est dans n'importe quelle recherche de stage, d'emploi ou de stage, peu importe. Si la personne, j'ai vu qu'il y a des personnes qui demandaient community manager en tant qu'indépendant freelance, mais fatalement, plus on met de cordes à son arc, plus on aura de clients et plus cher on pourra demander la facture. Donc voilà, maintenant il faut rester confiant et travailler dans la langue qu'on préfère. D'ailleurs, merci Amandine, tu me tends la perche parce que les questions étaient les suivantes pour toi. Donc, est-ce que c'est une formation pointue concernant la suite Adobe? C'est pour moi ça? Oui. Non. Ah, ouais. Ok. Voilà, c'était Mélanie qui posait la question, parce qu'à mon avis, je suppose que certains pensaient à Photoshop pour tout ce qui est montage et tout ce qui est post. Dans Community Manager, il y a un module Photoshop. Effectivement, les élèves voient, Cyril, si je me trompe, tu me dis, il y a un module Photoshop. Est-ce qu'ils vont en profondeur? Enfin, c'est X heures, je crois que c'est 12 heures de Photoshop. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas en 12 heures qu'on devient pro de Photoshop. Hein. Même moi, j'ai fait une formation de 30 heures, c'est bon, j'y suis pas non plus. Hein. Alors, la question suivante est de Anne-Gaëlle. Cette formation est-elle suffisante pour trouver rapidement un emploi? Mais qu'est-ce qu'on entend par rapidement? Enfin, il y a quand même une conjoncture, faut passer les entretiens d'embauche.
Moi, les cours que je donne marketing, réseaux sociaux, gestion de crise. Et tout du moins dans les cours de réseaux sociaux, je mets l'accent sur comment lancer des campagnes, donc toute la partie social media manager. Et c'est un métier où j'insiste avec mes étudiants, j'insiste sur le fait qu'il faut se tenir au courant. Il faut rester up-to-date. Tous les métiers qu'on a entendus aujourd'hui, le métier du digital, il faut continuellement se former. Je pense qu'il y a un élément qu'on peut ajouter par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se demandent si c'est un levier qui est mûr pour eux ou pas. Et en réalité, le stage est une période fantastique par rapport à ça, parce que ça permet non seulement à un stagiaire de se mettre en évidence, mais ça permet aussi à l'entreprise de savoir quels sont les leviers qu'elle peut vraiment enlever. Et peut-être d'avoir une fonction créée de façon nouvelle, avec une personne qui va faire le community management, mais aussi d'autres choses, peut-être une fonction un peu plus hybride dans le digital. Et donc, finalement, il y a quand même un contexte qui n'est pas entièrement mûr pour pas mal de petites entreprises. Et ce stage permet vraiment d'éprouver pour le stagiaire ce qu'il est capable de faire, mais aussi pour la société, ce qu'elle peut mettre en œuvre pour faire vivre son site d'e-commerce, la partie community management. Enfin, donc, je pense que c'est un momentum qui est intéressant aussi pour les stagiaires par rapport à ça. Oui, si je peux juste rajouter un truc en marketing digital, franchement, je le redis, les stagiaires qui font un bon stage dans une entreprise où ils se défoncent, où ils montrent toute leur motivation, en général, sont engagés derrière. Et quelques années après, c'est le concurrent qui vient les engager. Donc, vraiment, oui, il y a vraiment des débouchés. Les questions suivantes sont pour les designers UX, UI. Alors, il y a Julia qui demande où peut-on faire le stage en designer UX, UI? Peut-être des exemples de lieux de stage? Je ne sais pas. Nicolas, plus là? Ça marche mieux avec le micro. Ok. Pardon. Ah, ouais, voilà, vas-y alors. Voilà, donc je disais, voilà des exemples précis d'entreprises, là comme ça, je n'ai pas vraiment en tête, mais des types, donc il va y avoir tout ce qui va être agence web par exemple, qui va chercher beaucoup de créateurs d'interfaces. Donc les stages sont beaucoup plus faciles à trouver pour les gens qui se dessinent au métier de designer UI que de designer UX, comme je le disais un peu plus tôt. Donc oui, les agences web, éventuellement tout ce qui va être aussi start-up ou plus grand compte qui ont des conceptions de sites ou d'applications. Donc, c'est extrêmement vaste et un peu vague aussi. Je sais pas. Voilà, mais on va dire toute entreprise qui travaille sur un site web ou une application est susceptible de rechercher un stagiaire pour la partie UI. Pour la partie UX, c'est un petit peu plus compliqué parce que si on veut faire un bon stage, il faut quand même qu'il y ait déjà quelqu'un dans l'entreprise qui maîtrise la question. Et comme je disais, on est encore peu nombreux sur le marché à avoir l'expérience suffisante pour accompagner un stagiaire. Du coup, là, j'ai un peu moins d'exemples à fournir pour la partie UX. J'ai une autre petite question. Elle paraît un peu simple, mais en même temps, je suppose qu'il faut avoir des prérequis, un background au niveau informatique pour suivre la formation de UX, UI. Non, pas que je sache. Je ne connais pas le cours de tous mes collègues. Ces 2 ans, c'est long, mais en tout cas, pour mon cours, absolument pas. Et pour les autres cours que j'ai pu voir, pas du tout non plus. Parce qu'il faut se dire, voilà, concevoir une interface, c'est dire, OK, quels sont les besoins des gens, comment on va y répondre, quelles sont les informations dont ils ont besoin, quelles sont les informations dont on a besoin d'eux, par exemple. Et ça, connaissance en informatique ou pas, pas vraiment. OK. Bruno qui demande la différence entre la formation de designer UX UI et celle de graphic designer. Alors là, il faudrait peut-être que je passe la parole à Cyril parce que moi, je connais la formation UX UI parce que je donne cours dedans. La formation graphic designer, un petit peu moins. Moi, je peux difficilement répondre à cette question parce que graphic designer, c'est une formation qu'on ne fait pas. Donc, peut-être qu'on parle du métier d'infographiste et de designer UX UI. Alors là effectivement, je peux un peu plus expliquer. Donc, on va comparer designer UI, concepteur d'interface, et graphic designer. Le concepteur d'interface, comme son nom l'indique, il travaille sur des interfaces.
Là où graphic designer, ça va être beaucoup plus large. On pourrait travailler sur des bannières, on peut travailler sur tout contenu visuel, on peut travailler sur des newsletters. C'est très très rare d'appeler un UI designer pour faire une newsletter, par exemple. Et alors, le UI designer, ce qu'on va attendre de lui, c'est qu'il fasse une interface qui soit pratique à utiliser. C'est pas l'objectif n'est pas que ça soit beau, etc. C'est un petit peu comme quand on utilise Word, Excel ou la suite Adobe. On se dit pas waouh, c'est super élégant. Ce qu'on attend, c'est qu'on ait la fonction qu'il nous faut quand il nous faut et qu'on n'ait pas à réfléchir, à se dire ok, comment je vais faire ça, comment je vais l'utiliser. Là où ce qu'on va attendre du graphic designer, c'est un petit peu à l'opposé, c'est de se dire que le projet sur lequel il travaille, il doit un petit peu marqué, être remarqué, ou alors être le vecteur d'un message. Voilà. Et donc, les deux, en fait, peuvent être amenés à travailler l'un après l'autre dans un projet. Hein. Le UI designer, plus un petit peu comme l'architecte de l'interface, en disant utiliser tel et tel composant avec telle et telle règle de validation, avec telle règle dire, pour l'affichage. Et après, dans les grandes équipes, on a quelqu'un qui va être plus spécifique sur la partie dire esthétique, qui va être là pour arriver à donner plus d'impact visuel au projet, par exemple. Voilà, j'espère avoir été clair. Okay, j'ai encore une petite question pour les designers. UX, UI, quel logiciel utilise-t-on? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et surtout en tant que designer, parce que quand on cherche un peu des outils pour l'expérience utilisateur, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, pas des logiciels. Les logiciels que j'utilise le plus souvent, c'est la suite Office. Après, il y a quelque chose un peu plus spécifique, comme Line Survey, par exemple, pour tout ce qui va être questionnaire en ligne, mais on essaie d'en faire le moins possible en privilégiant le contact humain. Et donc là, lire un papier, un crayon, et on prend des notes. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Pour les écrans, pour par exemple tout ce qui va être wireframe, etc., pareil, il n'y a pas beaucoup d'outils. À part Axure, j'en connais pas beaucoup d'autres. Après, côté UI, on en a beaucoup plus. Entre Adobe XD, Figma, Sketch, pour ceux qui sont sur Mac, et j'en passe bien d'autres. Il y a beaucoup d'outils comme ça qui vont permettre de faire du design assez poussé. On pourrait presque croire à une copie d'écran une fois que le travail est fini. Là où, quand on est designer, on va vraiment se concentrer sur la structure, le squelette des pages. Et donc là, que ce soit, je veux dire, au pixel près ou que ce soit, je veux dire, représentatif visuellement de ce qu'on aura à la fin, c'est moins important. Par contre, on doit devoir très rapidement être amené à conceptualiser ce que nous demande un client, l'impact des besoins des utilisateurs sur ce que nous demande le client, etc. Et là, des logiciels, il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, j'ai parlé d'Axure, il y a quand même peut-être des logiciels comme Balsamiq, il y en a deux, trois autres, Just in Mind, etc. Mais je dirais que le logiciel phare pour les wireframes, c'est Axure. C'est un des plus anciens et du coup, comme souvent, hein, le premier à tirer reste dans les esprits. Ok, je vais passer aux questions un peu plus générales. Donc, il y a Iman Alors, qui Mourad, demande… encore une question et puis il faudra que je reprenne la main pour clôturer gentiment. Ok, dans ce cas-là, je prends la première. Iman qui demande, reste-t-on étudiant durant la formation? Je pense que ça concerne le statut. Oui, pardon. Cyril, tu peux répondre? Non, vas-y. En fait, moi, je n'ai pas de réponse type parce que ça va dépendre vraiment de la situation qui est propre à chacun. Donc, est-ce que vous touchez déjà des allocations de chômage ou d'insertion? Le mieux, c'est de soit en parler de nouveau à un délégué à la tutelle pour exposer votre situation qui est très spécifique, ou alors peut-être directement auprès d'un fort jeune, parce qu'en fait, nous ne gérons pas les statuts. Vas-y, Cyril. Non, juste si la question c'était vraiment sur le mot étudiant en tant que tel, pour tout ce qui est carte d'étudiant et choses comme ça, la réponse c'est malheureusement non. À partir du moment où vous rentrez à l'EFP, dans un centre de formation des classes moyennes, vous êtes considéré comme un travailleur en formation et donc le statut en tant que tel n'est plus. Par contre, Héloïse le disait, effectivement, pour tout ce qui est chômage, allocation et autres, toutes ces choses-là peuvent rester effectivement. Ok. Du coup, je vais clôturer un peu la séance questions-réponses parce que sinon, on va rester beaucoup plus longtemps et on va dépasser dans notre horaire. Donc, je remercie tout le monde, hein, donc tous ceux qui ont posé des questions. Et bien sûr, on vous renvoie vers le site internet de l'EFP où vous pourrez prendre contact avec toutes les personnes directement. Merci Mourad, merci à tous. Alors, j'ai vu dans le chat également des questions sur les inscriptions. Alors oui, c'est possible de s'inscrire à l'EFP à partir du 10 mai. Donc, rendez-vous sur le site www.efp.be. Alors, pour les formations qu'on a vues durant cet atelier, ce sont bien des formations adultes. Et donc, nous vous demandons d'être vraiment très vigilants à bien compléter le formulaire ad hoc, donc formation adulte. Je me permets de vous lancer un tout petit sondage concernant l'atelier que l'on vient de passer ensemble.
Alors, votre avis est important parce qu'il nous permet de pouvoir améliorer ce projet également. Donc, n'hésitez pas à remplir ce sondage. Si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas pu répondre durant cet atelier, pas d'inquiétude, vous pouvez nous les faire parvenir soit par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Alors, l'EFP est assez présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Un petit mot sur YouTube, vous verrez que l'ensemble des ateliers de l'e-tour des métiers est possible en révision, donc vous pouvez tout regarder en replay, soit sur le site de l'e-tour, soit justement sur la chaîne YouTube de l'EFP. On a parlé des différences entre certains métiers. N'hésitez pas à aller voir, par exemple, l'atelier des métiers du son et de l'image, où l'on parle justement du métier de graphic designer. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir répondre à vos questions. On avait également un atelier sur les stages. Il est passé, il avait lieu hier. Donc n'hésitez pas aussi à aller le revoir en replay. Vous aurez, à mon avis, pas mal de réponses à vos questions. Alors voilà, notre atelier se clôture ensemble. Nous avons été 40 participants aujourd'hui. Donc merci à tous pour votre participation. C'est vraiment chouette et on se sent soutenu dans nos démarches. Un grand merci à l'ensemble des intervenants. Donc nous avions 4 formateurs présents aujourd'hui. Merci à tous. Merci au personnel de l'EFP d'avoir été présent pour répondre aux questions-réponses. Merci à Héloïse et à Ken. Merci à Mourad pour le chat. Et donc, l'e-tour, ce n'est pas fini. Rendez-vous pour les ateliers de cet après-midi, de ce soir et de demain midi. Et puis, qui sait, à bientôt à l'EFP. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.